Ce sont des endroits paisibles faits d'alignements d'arbres plantés depuis des siècles par les hommes pour s'alimenter en fruits et ce sont depuis aussi devenus de fantastiques refuges pour les animaux et la biodiversité. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, votre jardin extraordinaire vous emmène à la découverte des merveilles et des secrets du verger. Et c'est Claudie qui va nous emmener à la découverte de ces vergers. Bonsoir Claudie. Bonsoir Tanguy. Pour découvrir la vie animale dans les vergers, tu ne nous emmènes pas dans n'importe quel verger. C'est un verger assez spécial. Tout à fait. Ici, en fait, nous sommes dans un verger planté d'une manière traditionnelle. Les arbres fruitiers à haute tige. Donc ça veut dire à haute tige, ça veut dire avec un tronc assez haut, quoi. Assez haut. En fait, il est greffé à une certaine hauteur. Donc on greffe plus ou moins à l'époque à 2 mètres, 2 mètres 20, qui permettait en même temps d'avoir du pâturage. Donc ça, c'est le verger traditionnel. Et donc le fait qu'il y ait beaucoup de variétés d'arbres dans ce genre de verger, ça va aussi permettre d'amener beaucoup d'animaux. En fait, ce qui est intéressant, lorsqu'on va multiplier le nombre de variétés dans un arbre, dans un verger, on va étaler la floraison. Donc l'étalement de la floraison va durer plus ou moins une cinquantaine de jours, qui va permettre notamment à tous ces insectes et à tous ces animaux de trouver de la nourriture pendant une période assez longue dans la saison. Sur un arbre comme celui-ci, qu'est-ce que tu vois comme vie animale? Qu'est-ce qui va tourner autour? Il faut savoir que l'arbre haute tige apporte vraiment des troncs assez hauts, qui va permettre de multiplier le nombre de cavités. Donc on va trouver un moment, on peut très bien trouver une mésange à un certain niveau et une autre espèce un peu plus haut. Et donc on va avoir vraiment cet échange d'espèces qui sont liées au même arbre en fait. Alors en fait ici on peut remarquer notamment c'est un pommier qui a une branche qui s'est cassée, automatiquement l'arbre se cicatrise très mal et automatiquement les insectes vont pouvoir ici installer et se nourrir de bois qui est en train de se décomposer. On va y retrouver notamment des insectes et en fait on va retrouver ce genre de... Voilà, on peut peut-être trouver des indices maintenant encore une fois, on va peut-être trouver des petites crottes de cétoine, donc c'est un scarabée. Donc toi, comme gestionnaire de ce verger, tu vas laisser des arbres morts ou en train de mourir? En fait, ils ne sont pas totalement morts. Ils continuent à produire, mais en même temps, il y a toute une vie qui s'installe. Et donc voilà, qui permet justement à une multitude d'insectes de trouver de la nourriture, de pouvoir s'alimenter, de prendre le bois mort, de le digérer. Donc on vient de découvrir avec toi, Claudie, les premières traces de la vie au moment où le printemps se réveille dans le verger. C'est un véritable garde-manger, non seulement pour les hommes qui les ont plantés, mais aussi pour tous les animaux qui y passent tout au long de l'année. C'est ce qu'on découvre dans ce reportage Les 4 saisons du verger. Il y a longtemps, lorsque les fruits étaient encore rares, l'homme créa un verger pour s'assurer une récolte abondante et nourrir le bétail. Ce devait être un lieu débordant de vie tout au long de l'année. C'est un paradis secret, façonné de sa main et que la nature s'est approprié. Jour après jour, hommes, bêtes et plantes y vivent les uns des autres et les uns avec les autres. Un petit monde à part qui évolue au rythme des saisons comme un carrousel sans début, sans fin. Tout a commencé avec la pomme, y compris l'histoire du verger. Sous toutes leurs formes, les fruits sont une tentation. C'est ainsi que l'homme s'est mis à les planter, à les cultiver et à les multiplier. Avec le temps, c'est un environnement précieux qui s'est constitué, pour nous, mais aussi pour les animaux et les végétaux.
Au passage de l'été à l'automne, toute la famille donne un coup de main au moment de la récolte. Et il faut parfois des semaines pour cueillir et trier tous les fruits. Les habitants du verger se ruent sur les restes. Pour les mulots, les pommes mûres sont un complément idéal à leur régime, habituellement composé d'herbes et de céréales. D'ordinaire, le hérisson ne mange pas de pommes. Mais quand elles sont bien mûres et sucrées, là, il se laisse tenter. Il préfère quand même chercher des insectes et des vers de terre. Et ce ne sont pas des moutons trop curieux qui vont l'impressionner. Car qui s'y frotte, s'y pique. L'arboriculture fruitière se pratique depuis le Moyen Âge. C'est depuis lors que les hommes exploitent les coteaux et les sols pauvres autour des villages. Les fruits tombés et abandonnés attirent alors pas mal d'animaux, trop contents de trouver des compléments à leur alimentation. Les pommes qui gisent par terre, si elles ne sont pas mangées par la faune, pourriront lentement et réintégreront le cycle de la nature sous forme de minéraux. La décomposition génère de la chaleur, ce qui illumine les pommes devant la caméra à infrarouge. Et les souris semblent apprécier les fruits fermentés. Avec une température corporelle de 37 degrés, elles sont encore plus incandescentes que les pommes en putréfaction. Une odeur suave et forte attire papillons et autres insectes. L'amiral se sustente du jus des fruits fermentés. À l'automne, ce migrateur parcourt des centaines de kilomètres vers le sud. Son départ marque alors le début du tour suivant, dans le carrousel du temps et de la vie. La saison des récoltes est terminée. Les jours raccourcissent et l'intensité du soleil diminue. À la dissipation de la brume matinale, le verger dévoile un autre visage. Lorsque les feuilles tombent après les premières gelées, c'est le signe que l'hiver arrive. C'est alors l'heure de faire des réserves. En la matière, la citelle est une experte. Elle dissimule graines et morceaux de noix dans un arbre. Et avec leur écorce ridée, les vieux arbres offrent suffisamment de cachettes. Et pour empêcher leur accès, les petits garde-manger sont soigneusement fermés. C'est bien connu. Les écureuils sont friands de noix et de noisettes, mais leur coque est dangereusement lisse. Heureusement, rien ne se perd dans le verger. Quitte même à ouvrir tout grand le bec.
Pour notre citelle, une minuscule fente suffit pour casser la noisette. Mais ça ne marche pas toujours. Et comme d'habitude, les restes trouvent preneur, même pour un pivert, dont le menu de prédilection est constitué normalement de fourmis. Les noix sont idéales pour les réserves d'hiver. Encore faut-il retirer les restes de l'ancienne coque. L'écureuil ne sélectionne que les noix propres, qui ne pourriront pas et se conserveront jusqu'au printemps. L'un des arbres préférés des écureuils, c'est le noyer. Cette espèce robuste et peu exigeante pousse dans presque tous les vergers. Évidemment, tout ce travail donne faim. Il faut donc penser à reprendre des forces de temps en temps. Les noix, composées aux 2/3 de graisse, rassasient très vite. Et c'en sera une de moins à stocker. Pour beaucoup d'animaux, il est plus difficile de trouver à manger dès qu'il neige. Ce n'est pas un problème pour la citelle. Sa prévoyance et ses efforts pour se constituer des stocks s'avèrent payants. Elle défend son précieux garde-manger, bec et ongles. Après tout, il y va de sa survie. Personne ne doit trop s'approcher de son arbre. Seul le grand piquet-pêche parvient à la chasser. Création de l'homme, le verger joue un rôle écologique important, car il sert de refuge à un grand nombre d'espèces sauvages. L'hiver, le verger continue à offrir bien des ressources alimentaires. À l'extrémité des branches, il reste quelques poires, quelques pommes, qui n'étaient pas accessibles aux hommes lors de la récolte. Et elles font le bonheur des grives litornes, venues du Grand Nord pour hiverner. Certaines années, l'hiver est long. Et ce n'est parfois qu'en mars que la neige commence à fondre. Le printemps n'est pas loin. On voit alors apparaître le réseau de galeries que les mulots ont creusé sous la neige. Une fois le sol débarrassé de la neige, ils se réfugient dans leur vaste terrier. Les mulots sont herbivores et les pousses fraîches très appétissantes. Mais attention, l'hermine est une ennemie redoutable. Elle raffole des rongeurs campagnards et avec son corps effilé, elle se glisse aisément dans leur terrier. Elle porte encore sa fourrure d'hiver, blanche comme neige, mais sa tête commence à prendre ses couleurs estivales. Le verger abrite une multitude d'espèces d'oiseaux. Les tourneaux crient à tue-tête pour trouver une partenaire. Quant au pivert, il est le charpentier de la prairie. L'écorce pourrie des vieux arbres est idéale pour creuser un trou. Chaque verger qui disparaît
est donc un habitat de moins pour lui. Une fois accouplé, l'étourneau a besoin d'un gîte. Hélas pour lui, celui-ci est déjà pris. De son côté, la mésange charbonnière a déjà trouvé le sien. Les citelles sont occupées à fonder une famille et à se construire un logis. Pour cela, il leur faut de l'argile humide, car avant d'aménager, des travaux de rénovation s'imposent. Il faut dire qu'elle a choisi l'ancien abri d'un pic pour couver. L'entrée est trop grande, alors on fait quelques ajustements. Dans le verger, presque tous les oiseaux trouvent un lieu pour nidifier et pour vivre. Quant à notre écureuil, il vit tranquillement de ses réserves, à condition de les retrouver. Lorsque les fleurs des cerisiers commencent à s'épanouir, c'est un signe certain que le printemps est installé. Qu'il s'agisse des cerises, des mirabelles, des pommes ou des poires, les fleurs abondantes promettent une riche moisson. Le pollen et le nectar sont alors au plus fort de leur production, une véritable manne pour les abeilles. Elles jouent un rôle primordial. Sans elles, il n'y aurait pas de fruits. En butinant, elles fécondent les fleurs qui produiront ensuite les fruits récoltés par les hommes. D'une année à l'autre, les fleurs déploient leur beauté plus ou moins tôt, ou plus ou moins en même temps, selon les caprices de la météo. C'est aussi le moment pour les mulots de pointer le bout du museau. Mais attention, le faucon aime séjourner dans les vergers, parce qu'il grouille de petits rongeurs, son plat favori. Quant au renardeau, une fois adulte, il chassera lui aussi les mulots et autres souris des champs. Face à tant d'ennemis aux aguets, il vaut mieux prendre son repas chez soi. Sous terre, on est quand même bien plus tranquille. Beaucoup de mammifères apprécient les vergers. Lors de la mue du printemps, les animaux à fourrure se grattent sur l'écorce dure des vieux arbres. Le renard et le lièvre hantent souvent les vergers. Ils s'y sentent plus en sécurité que dans les clairières. L'abondante floraison des arbres fruitiers ne dure que quelques semaines. Si la météo a été bonne et si les abeilles ont fait leur travail, les fruits entament alors leur lent développement. Sous les arbres, les fleurs continuent de s'épanouir. Le pissenlit et le bouton d'or poussent surtout dans les prairies engraissées. Sur les sols arides et maigres, on trouve une plus grande variété d'espèces, mais ces prés sont devenus rares. Dans l'épaisse forêt d'herbes, les fourmis et les pucerons coexistent en une harmonieuse symbiose. Les pucerons se nourrissent du jus des plantes, qui a une teneur élevée en sucre. Ils expulsent l'excès de sucre sous forme liquide. Et les fourmis aiment cette espèce de miel-là. En échange, elles protègent leurs troupeaux de pucerons des prédateurs. Les coccinelles sont l'incarnation d'un cauchemar pour une colonie de pucerons. Une seule d'entre elles peut consommer jusqu'à 50 pucerons par jour. À moins qu'elle soit découverte par les fourmis et chassée. Bien luisantes,
les fourmis noires des bois se nourrissent aussi presque exclusivement du miel des pucerons qu'elles protègent. Les vieux arbres fruitiers en décomposition leur fournissent une maison idéale. Les ouvrières y aménagent des trous pour y installer le nid. En début d'été, ces fourmis se dotent d'ailes. Elles sont alors prêtes à se reproduire. Elles pullulent et sortent de leurs trous dans le seul but d'assurer la propagation de l'espèce. Pour le piquet-pêche, c'est l'occasion idéale de remplir son estomac sans trop de fatigue. C'est pour cela que ses pattes et ses doigts sont recouverts d'une membrane très épaisse qui les protège contre les piqûres des insectes contrariés. Inexorablement, le carrousel des saisons tourne. Nous voici à présent presque à la fin du printemps. Pour les jeunes piquets-pêche, les hannetons sont juste à la bonne taille. Les parents peuvent même en apporter plusieurs en même temps. En revanche, pour la citelle, un seul hanneton est bien suffisant. Il n'entre même pas dans le gosier de l'oisillon. Pour que celui-ci puisse l'avaler, il doit d'abord le broyer. En bas, dans la prairie, c'est une autre chanson. Les sauterelles mâles annoncent haut et fort leur disposition à s'accoupler. La prairie abrite d'innombrables sauterelles. Il n'est donc pas toujours simple de dégoter la bonne partenaire. Et puis ce n'est pas sans risque. Entre les brins d'herbe, une araignée frelon est à l'affût. Sa spécialité, les sauterelles. Un saut raté peut être fatal. Il y a aussi des bruits, synonymes de danger pour les habitants du verger. L'heure de la première fauche a sonné. Alors, sauve qui peut. Après 20 jours passés dans l'abri devenu trop exigu, les petites citelles veulent voir la lumière. Leurs parents les nourriront encore pendant quelques jours. C'est mieux ainsi, car elles ne sont pas toujours capables de grimper aux arbres. Mais avec un peu d'entraînement, les jeunes citelles sauront bientôt chasser insectes et chenilles. Les arbres fruitiers sont appréciés, des hommes, mais aussi des animaux. Les cerises sont les premiers fruits à mûrir dans le verger. Elles sont douces et délicieuses. Mais les récolter n'est pas si facile. Leur cueillette demande beaucoup d'efforts et de patience. Elles doivent être récoltées à la main, une par une. C'est le début d'une compétition. Les animaux, et en particulier les oiseaux, aiment les cerises, sucrées, fraîches. Les hommes aussi. Chez le piquet-pêche, le dessert est servi pour les petits. Les cerises sont également convoitées par les insectes. En bordure des champs, dans des endroits humides,
le plein été correspond à la floraison de la salicaire pourpre. Pour les papillons tels que l'amiral rouge et le myrtille, c'est une importante source de nectar. Il en est de même des fleurs blanches de l'Achillée millefeuille, très populaire auprès de nombreux insectes. De tous les papillons, le macaon est sans doute l'un des plus beaux. Il se régale de ses fleurs préférées, celles du trèfle rouge. L'herbe haute est aussi une bonne cachette pour la biche et son faon. Ils s'y sentent en sécurité pour la nuit. Mais au lever du jour, tout bascule. Des bruits inquiétants se font entendre. L'herbe haute n'est plus sûre. Les agriculteurs récoltent l'herbe mûre qui fait un excellent foin pour le bétail. C'est pourquoi ils fauchent à la fin de l'été. En général, juste avant la fin de la fenaison, les chasseurs ou les agriculteurs sillonnent les prairies pour éloigner les biches et leurs faons. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Le petit de cette biche n'y a pas survécu. La mère n'abandonnera pas si facilement son faon aux corneilles qui attendent l'heure du festin. Mais c'est la loi de la nature. Le passage de l'été à l'automne correspond à la récolte des noix. Les noyers sont plantés en lisière des prairies car ils ne poussent pas grand-chose à leur ombre. Si l'homme ne récolte pas les noix, elles feront le bonheur de l'écureuil, qui sait les ouvrir, même quand elles sont encore vertes. Et il n'aime pas être dérangé dans son travail. Partout l'heure est à la fenaison. Le verger est un monde débordant de vie, évoluant au rythme des saisons. C'est le carrousel de la vie qui continue à tourner. On revient près de Couvain, chez Claudie Noiret. Claudie, c'est toi qui as planté ce verger, avec comme objectif de trouver un équilibre entre les activités des hommes, prendre les pommes, et les animaux. Tout à fait. En fait, l'objectif prioritaire, c'est de préserver ces anciennes variétés fruitières qui sont encore là. Mais si on ne fait rien, elles vont disparaître. Avant tout, c'était de les préserver, mais en même temps de créer vraiment cette dynamique écologique et de pouvoir réinstaller vraiment cet ensemble d'éléments qui permettra à des espèces de pouvoir y nicher ou se nourrir tout simplement. Et quelles sont les autres recettes pour faire cohabiter justement les hommes et les animaux dans un endroit comme celui-ci? Alors au départ, bien sûr, comme malheureusement le verger est assez jeune, donc l'objectif est de pouvoir créer justement la conception de nichoirs qui va permettre justement de créer ces gîtes, qui va permettre d'inviter et d'installer progressivement les oiseaux calvicoles voilà, dans le verger. Merci Claudie pour cette balade dans les vergers où on l'a vu, tu as trouvé un équilibre entre l'activité des hommes et la présence des animaux. Et dès la semaine prochaine, on en découvrira une autre puisqu'on ira chez les Maasai voir comment ils cohabitent avec les lions. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes avec toute l'équipe du Jardin Extraordinaire.